Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Émilie. Bonsoir, merci de me recevoir. Avec plaisir, Émilie Terlinden, oui. Peintre. Peintre. On dit peintre ou on dit plasticienne? On dit peintre, oui. Jamais trop en fait. Préférez peintre? Je dis peintre en général, ouais. Oui. Allez, peintre et une expo Timelapse qui a lieu en ce moment, qui est superbe, déconcertante aussi, on va en parler. Je crois que vous aimez bien surprendre. Et ça a lieu au Botha, au muséum du Botha. Avant ça, on va commencer par 3 petites questions. Je pose toujours ce type de questions à mes invités. Vous répondez du tac au tac. Si vous étiez, Émilie, une couleur, vous seriez quoi? Le bleu. Ah oui, directement. Pourquoi? J'aime vraiment le bleu. D'accord. C'est un peu la couleur que j'utilise beaucoup dans mes peintures aussi pour les fonds. Il y a le bleu, ça s'appelle le Old Holland Deep Hue. C'est en fait dans la marque Old Holland fait une sorte de bleu un peu foncé, très profond, qui ressemble un peu à du bleu de Delft mais en plus foncé. D'accord. C'est un bleu. Ouais, on situe un peu. Répétez le bleu. C'est Old Holland Deep Hue. D'accord. Mon accent anglais n'est pas parfait. Mais... Non, je crois qu'on a tous compris. Si vous étiez une peinture célèbre, donc pas de vous évidemment. Laquelle je serais? C'est difficile. Hein. Ça, c'est difficile. Ouais. Il y en a tellement. Mais celle qui vous vient tout de suite en tête. C'est terrible. Il y en a plein. Je crois que... je serais peut-être la vue de Delft de Vermeer. Ah ouais. Ouais. Donc on reste dans les Pays-Bas. Ouais, on reste dans les Pays-Bas, ouais. D'accord, très bien. Et justement, si vous étiez un paysage, me dites pas Pays-Bas alors, me dites pas les polders. Un paysage en peinture ou un paysage réel? Réel. Ce serait un paysage de là où ma famille... J'ai une partie de ma famille qui est près de Couvain, en Wallonie. D'accord. Dans un petit village qui s'appelle le Bruy. Ah ouais, je vois tout à fait. Pas loin de Viroin. Exactement. Ouais. Si j'étais un paysage, je serais là-bas. Bon, c'est vrai que c'est très beau, cette région. Et on n'y va pas, on n'y pense pas, on n'y va pas souvent. Non, enfin, moi j'y vais beaucoup. Mais... oui. Et nous, on va y aller, c'est au muséum au Botha, voir votre expo. Vous êtes l'invitée, Émilie, de LCR, ce soir. Alors voilà, ici on est dans mon atelier. Donc ça c'est mon bureau. Il y a beaucoup de bazar, il y a toutes des images, tu vois, qui viennent en fait de tableaux souvent de maîtres flamands anciens que je découpe dans des magazines et que je rentre dans de la colle et tu vois, j'en fais des petites figurines. Et donc tu as des petits personnages, des fleurs. Donc je m'appelle Émilie Terlinden, je suis artiste, je fais principalement de la peinture. Voilà, j'ai exposé dans divers endroits et maintenant c'est la galerie qui me représente, c'est la White House Gallery à Bruxelles. Voilà. Le diorama s'appelle Hollywood, il y a des personnages de Bruegel, il y a donc une bille, des nuages, un héron, le ciel clair, c'est plutôt des couleurs assez claires et naturelles. À part le héron qui va être un peu plus rose. Tu vois, en fait, tu peins d'abord comme ça, et après, pour venir tout lisser, tu vas flouter avec un pinceau tout doux. J'ai besoin d'énormément de pinceaux pour en fait venir enlever la peinture et garder les blancs et venir en fait atténuer. Donc j'ai beaucoup besoin de pinceaux et de chiffons. Donc ce ne sera pas exactement comme un diorama évidemment de l'époque où il y a une montagne et puis un éboulement. Donc voilà, mais c'est aussi le fait de voir quel est le champ parce que là c'est le premier, mais je pourrais en faire beaucoup. Je vais faire donc en effet un effet jour-nuit. Et donc c'est vrai qu'il y a des temporalités différentes. En fait, il y a ce qui arrive au moment où la peinture est créée, ce qui arrive donc dans ma vie de tous les jours, quotidienne. Et puis il y a des images... C'est aussi, je reçois pas mal de bouquins, de livres, C'est pas trop, en fait, le fait de les avoir vus en vrai. Souvent, ça m'arrive de peindre une image et puis après, je la vois en vrai. Le but, je pense que ce que j'essaye de faire par le biais de la photographie, de ces distorsions d'images, le fait de les plier, de les manipuler, c'est un peu de créer
des peintures que moi, personnellement, en tant que spectateur, j'aimerais bien voir. Parce que on se demande où on est un petit peu. On est là, oui, tiens, ça me fait penser à la peinture flamande, ou mais à la fois, il y a cette déformation aussi. Donc, on est aussi on est sur différents registres. Donc, j'aime bien qu'on soit un petit peu perdu. Je me dis toujours, une peinture, si on la comprend tout de suite, on s'en lasse. Je pense que c'est pour ça que je disais, en fait, c'est pas vraiment qu'il n'y ait pas de message derrière, c'est qu'il y a, à mon avis, tout un tas de messages derrière. Mais c'est à chacun, en effet, de le découvrir. Et c'est ce côté mystérieux qu'a la peinture qui, moi, personnellement, me fascine. Voilà, il est beau votre atelier. Merci. Moi, j'aime bien les ateliers de peintre, c'est toujours un peu, j'allais dire bordélique, j'aime pas ce mot, mais Ouais, il y a un côté comme ça, quoi, non? C'est vrai que c'est toujours assez en désordre. Ouais. Mais moi, c'est l'endroit où je me sens le mieux au monde. Hein. Je pourrais y passer ma vie, mais bon, il faut bien rentrer chez soi, manger. À un moment donné, il faut dormir, il faut se nourrir quand même Exactement. pour pouvoir peindre. J'ai l'impression que vous aimez nous perdre, vous aimez perdre le spectateur, la spectatrice, non, face à vos peintures. Oui, en fait, à la base, je pense que c'est moi-même que j'aime perdre, parce que je fais en fait des peintures que, en tant que spectatrice, j'aimerais voir. Et donc, c'est le processus qui est le fait de découper des images de peintures anciennes, souvent de maître flamand, parce que c'est vraiment des peintures, enfin une manière de faire de laquelle je suis vraiment tombée amoureuse. Ouais. Et donc, le fait de les découper et de les plier, déjà, ça déforme l'image. Ouais. Ça, je fais aussi un peu inspiré par Francis Bacon, qui faisait la même chose. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, déformation des personnages et tout ça, là, les allongements, ouais. Tout à fait. Et donc, en fait, le fait de mettre déjà... J'aime beaucoup les reflets, donc il y a une vitre, il y a ce côté... aussi, j'utilise beaucoup la lumière du soleil qui vient refléter sur l'image, qui est trempée dans de la colle, qui sèche transparente, et donc il y a cette espèce de lumière, de surexposition qui vient aussi rajouter quelque chose. Et alors, c'est vraiment par la photographie, et toutes les photographies que je vais prendre sous différents angles, en transformant l'image, qui va me mener vers un résultat assez inattendu pour moi aussi, en fait. Ouais. Et donc, au moment où je me dis, tiens, là, c'est vraiment inattendu, j'aurais pas pensé que j'allais trouver quelque chose comme ça. Ouais. Là, en général, je décide de le peindre. C'est là que ouais, parce qu'après, il y a de la peinture qui vient au-dessus pour relier, pour mettre de la texture et de la matière dessus. Alors, au début, elles sont identifiables, et puis après, elles sont de moins en moins identifiables. Enfin, on reconnaît des petites choses, mais on est entre le flou et j'allais dire la vérité, mais non, quelque chose qu'on reconnaît, quoi. Enfin, voilà, et c'est ça qui est assez passionnant dans cette expo, c'est que tout nous surprend. Il n'y a pas d'évidence, je trouve. Oui, en fait, c'est aussi c'est des codes aussi qu'on a tous en nous. On connaît la peinture ancienne, donc c'est des choses qu'on reconnaît. En même temps, la photographie et donc le fait d'avoir ces images sources qui vont après être peintes et le fait d'utiliser la photographie et les effets photographiques en peinture amène en fait cette peinture dans une dimension contemporaine. Ouais, voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. C'est du hyper classique dans voilà, du presque hyper contemporain. C'est pas de l'IA encore, quoi. Non, c'est ça. C'est un peu comme, oui, on pourrait dire un peu grossièrement la cuisine fusion, mais c'est vrai, c'est quand on mélange les différentes strates, et ben on obtient un résultat qui est inattendu. Ouais. Et puis la peinture peut être mouvement. Tout à fait. Et ça, c'est incroyable. C'est ce que on découvre avec vous et avec votre passion pour le diorama. On l'a vu un petit peu dans le reportage. On va voir quelques images du diorama de Daguerre, parce que vous inspirez de Daguerre, que je ne connaissais pas, moi, du tout. Il en a fait plusieurs, je crois, des dioramas. Hein, oui. Alors, en 1822, il a ouvert le premier diorama à Paris, qui était donc un immense bâtiment en bois, place de la République, qu'il a fait construire... Sur la place de la République ? Voilà. D'accord. Là où il y a le commissariat, maintenant, apparemment. Ouais, je vois. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, d'une marque dont on taira le nom d'ailleurs, ouais. Mais je vois, enfin bref. Et donc il s'est associé avec un autre peintre qui s'appelle Bouton. D'accord. Et ensemble, ils travaillaient au panorama, et donc ils ont créé ensemble le diorama qui est donc une immense c'était à chaque fois présenté, c'est une grande peinture qui est peinte sur les deux faces et éclairée à l'avant et à l'arrière. Mais à l'époque, évidemment, ils éclairaient ça avec les fenêtres. Avec la lumière naturelle. Voilà. Ouais. On va regarder, parce qu'il en a fait plusieurs, on va regarder le début d'un reportage, parce que c'est un peu long, mais sur le dernier qu'il a fait, en fait, c'est en 1842. Ouais. C'est à Brie-sur-Marne, en tout cas dans l'église de Brie-sur-Marne. Parce qu'il y a toujours un lien avec les églises et les nefs et tout ça. Regardez.
L'église de Brie abrite le dernier diorama peint par Daguerre en 1842. Commandée par la châtelaine de Brie, Geneviève de Rigny, cette peinture unique au monde est classée monument historique depuis 1913. Comme dans son diorama parisien, Daguerre a créé à Brie une œuvre spectaculaire fondée sur l'illusion, la transparence et la lumière. Le diorama est installé derrière l'autel, au fond du chœur, dans une extension spécialement édifiée par Daguerre. Cette extension est pourvue d'une baie vitrée dans la toiture. Cette ouverture laisse pénétrer la lumière du jour qui éclaire la toile transparente. Du matin au soir, la course du soleil dans le ciel transforme l'atmosphère de la peinture et l'anime sous l'effet de subtiles variations lumineuses. Le diorama représente la nef d'une église gothique et sa perspective en trompe-l'œil donne l'impression qu'une cathédrale monumentale prolonge la modeste église de Brie derrière son autel. Pour renforcer l'illusion, Daguerre a porté une grande attention aux détails, comme ses toiles d'araignée entre les piliers, ses bouquets de fleurs saisissants de réalisme, ou encore ce cierge éteint qui dégage de la fumée. Les photos... Voilà, Brie-sur-Marne, vous avez été là, sur place, oui. Ouais. J'ai été 2 fois déjà. Alors évidemment, le diorama a été restauré en 2013. Ouais. Mais comme les restaurations antérieures ont effacé le double effet, c'est-à-dire la peinture qui était derrière, voilà, ça reste quand même un trompe-l'œil, quoi. On ne voit pas vraiment de... Ouais, parce que l'idée, c'est ce qu'elle explique bien dans le reportage, c'est que c'est le soleil qui tourne, enfin la lumière qui tourne et qui fait que ça devient un mouvement, en fait. Oui, tout à fait. En fait, la lumière anime la peinture. Et donc, même dans cette église-là, Daguerre a transformé le chœur pour pouvoir faire des fenêtres derrière qui viennent éclairer la peinture par derrière. D'accord. Mais alors, les effets dioramiques, il n'y avait pas ce double effet, on voit des choses apparaître et tout, puisque c'était pendant la journée, donc il n'y a pas ce qui faisait au diorama, c'est-à-dire des caches qui viennent en fait en un quart d'heure transformer la lumière qui passe de devant à derrière. Parce que le diorama était vraiment éclairé par des grandes fenêtres derrière. Et donc les caches étaient actionnées, il y avait aussi des caches de couleurs. Et c'était des grandes peintures qui faisaient 20 mètres sur 12, quoi. Alors vous êtes inspiré librement de Daguerre, du diorama de Daguerre, des dioramas de Daguerre. Donc il y a un diorama qu'on peut voir si on va au muséum du Botanique. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, on a l'impression d'être dans une église. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est le curateur Célestin Freinet qui a eu l'idée de faire, de transformer le muséum en créant ces arches, qui rappellent aussi le thème qui est peint dans le diorama, puisque j'ai utilisé des peintures existantes de Daguerre. Et entre autres, le diorama s'appelle Holy Road parce que le tout premier diorama qu'il a fait à Paris était inspiré c'était une peinture qui s'appelait Holy Road aussi, Chapel, qui est une chapelle à Édimbourg. D'accord. C'est une chapelle en ruine, on est en pleine période romantique. Et donc, en hommage à Daguerre, j'ai repris en fait des peintures à lui qui sont encore existantes dans le diorama lui-même. D'accord. Et vos dioramas bougent, vous avez fait un jeu de lumière, c'est ça, hein? En fait, faut pas tout expliquer, parce qu'il faut aller voir, évidemment. Mais ouais, évidemment, il y a un petit truc. C'est quand même important de dire que Daguerre a vendu son procédé du diorama en même temps que son procédé du daguerréotype à l'État français. Ouais. En 1839, et donc il existe un livre où il retrace en fait les étapes pour le faire. Et donc j'avais ce livre depuis pas mal d'années, et c'était vraiment mon rêve de réaliser ce diorama, parce qu'il n'en existe plus. Ils ont tous brûlé dans l'incendie de 1839 aussi, et donc on ne sait plus vraiment voir de vrais dioramas. Qu'est-ce que c'était un diorama? D'accord. Et il y a d'autres artistes comme vous, contemporains, qui font ce genre de choses, vous savez pas? Non, il n'y en a pas encore. Vous êtes la seule au monde. Ouais. Oui, c'est un peu en fait, ça signe la renaissance du diorama pour le bicentenaire de la naissance de la photographie. Ouais, voilà. Et le fait que Daguerre a fait beaucoup de recherches pendant le diorama sur l'effet de la lumière sur les pigments, ce qui l'a grandement aidé dans l'invention du daguerréotype et de la photographie. Donc il y a totalement un lien entre les deux. Tout est lié, et en plus vous utilisez la photographie et la peinture ensemble, donc voilà.
Le monde est petit, la boucle est bouclée. Et on peut aller voir tout ça, c'est passionnant. Hein. On peut aller voir tout ça au muséum. C'est jusqu'au 26 avril, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait, 26 avril. 26 avril, il y a une visite, parce que c'est bien d'aller avec vous, en fait, quoi. Oui, il y a une visite guidée qui est organisée le samedi 28 mars. Il y en a une à 16h, une à 17h. Il faut s'inscrire ou on peut aller comme ça? Je pense qu'il faudra peut-être s'inscrire. Le botanique va annoncer ça, ouais. Donc vous aurez les infos. Vous allez, si ça vous intéresse, vous allez sur le site du botanique. À mon avis, vous trouverez tous les renseignements. Je signale qu'il y a d'autres expos aussi pour l'instant qui sont très chouettes d'artistes. Oui, tout à fait. Oui, Guita. Au Bota, vous n'êtes pas toute seule. Oui, ouais. Parce que quand on pense Bota, on ne pense pas spécialement non plus expo, mais le muséum du Bota, et on salue Grégory, je crois, est très actif et c'est assez passionnant. Merci. Tout à fait. Merci, Émilie. Avec plaisir. D'être passée chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.